Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle Microsoft, Xbox et Mixer. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 juin 2020 et c'est l'épisode 186 de Lifestyle. Alors la dernière fois nous étions 4, mais cette fois-ci nous ne sommes plus que deux fidèles. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Cassim. Bonsoir Cassim, et toujours sans webcam bien sûr. Oui, bah, toujours dans cette situation de manque de stock de webcam, donc je ne peux pas acheter de webcam, donc c'est comme ça. Mais un jour j'en aurai une. Oui, dès que les fabricants auront réussi à refaire un peu de stock et réapprovisionner les revendeurs. Alors, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site lifestyle.fr, donc l'adresse s'affiche en bas de la vidéo pour ceux qui nous regardent en vidéo, www.lifestyle.fr. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la chaîne YouTube, tout simplement, vous tapez youtube.lifestyle.fr et vous retrouvez les épisodes, vous retrouvez la M-Story et les tutos Lifestyle, donc les 3 playlists disponibles. Et enfin, si vous voulez nous écouter en audio, là, c'est tout simplement à l'adresse podcast.lifestyle.fr. Et vous arrivez sur le flux qui est hébergé sur PodCloud, voilà, par les amis de chez Podshow, et que l'on remercie pour la qualité de leur travail. Voilà. Cassim, rien de plus à dire. Tu crois qu'on va pouvoir attaquer directement ? On peut aller attaquer ce petit épisode Allez, de fin juin. De fin juin. Alors, première partie, on va vous parler un petit peu Microsoft. On va parler de news Microsoft. Alors, Cassim, j'ai cru lire dans la presse que... alors, c'était qui c'était un haut placé de chez Microsoft qui a critiqué un petit peu, à mots légèrement voilés, la manière dont Apple gérait son store. Alors, on peut se dire que Microsoft est quand même vendeur d'applications, vendeur de services, et faut rappeler que lorsque Microsoft vend ses services chez Apple, Microsoft reverse 30% de leurs recettes à Apple. Donc peut-être que c'est quelque chose qui ne leur plaît pas trop. Et est-ce que tu pourrais nous redire un petit peu ce qu'a critiqué Microsoft ? Oui, c'est quelque chose, tu as assez bien résumé, c'est quelque chose que Microsoft apprécie peu, mais en fait, pas mal de monde apprécie peu désormais chez Apple. C'est donc cette sorte de taxe obligatoire de 30%. Et donc le cœur de l'histoire, c'est à la base, c'est pas forcément Microsoft, c'est des acteurs comme là il y a un fournisseur de mail qui a un peu mis le feu aux poudres, mais globalement c'est une histoire qui remonte à plusieurs années avec déjà Spotify par exemple qui reverse aussi les 30% à Apple. Et le problème de Spotify, c'est qu'ils sont en concurrence avec Apple Music et que en fait pour un abonnement au même prix chez Apple et chez Spotify ne gagne que 70% des recettes alors que Apple gagne 100% des recettes évidemment. Donc il y a une question qui se pose un peu sur la gestion d'Apple de son App Store, parce que le problème bien sûr c'est que sur iOS il n'y a aucune alternative possible à l'App Store d'Apple, là où sur Google, sur Android on peut installer par exemple un APK à la main, ou il peut y avoir d'autres boutiques d'applications comme celle de ton fabricant de smartphone ou par exemple celle d'Amazon. Donc l'Amazon App Store qui est une grande alternative au Play Store, même si évidemment le Play Store a un poids extrêmement important dans Android. Huawei en sait quelque chose en ce moment, mais au moins il y a une alternative, il y a une fenêtre, quelque chose qui est offert. Sur Windows, il y a aussi la possibilité de passer autre part que par le Microsoft Store. Le Microsoft Store n'est pas obligatoire. Et puis il y a un autre... marche assez peu, mais bon, c'est un petit peu. Et puis, il y a autre chose qui est important, c'est que ce soit sur Android ou sur Windows 10, tu n'es pas obligé de passer par le système de paiement de Microsoft ou de Google. Et tu peux, même en proposant ton application sur leur store, tu peux te débrouiller. Par exemple, tu peux accepter que PayPal. Enfin, en gros, il y a un certain nombre de services qu'offrent les boutiques d'applications. Et c'est un peu à la carte chez Google et Microsoft, alors que c'est tout obligatoire chez Apple, tout ou rien en tout cas. Donc il y a un peu tout ça qui gravite, et en fait Apple en ce moment est sous le coup d'une enquête, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour abus. Alors ils sont pas en position dominante, mais de décisions anticoncurrentielles sur leur propre système, dans leur propre écosystème. Donc il y a une enquête là-dessus.
D'ailleurs, il y a un des responsables au Congrès américain qui se charge un peu de la commission d'enquête, qui a expliqué que c'était un peu qui a comparé Apple à alors ça se traduit pas vraiment en français, mais en gros à une sorte de péage obligatoire sur l'autoroute, mais dans le sens un peu mafieux du terme, c'est-à-dire que c'est un peu la taxe qu'on te fait passer pour droit de passage, quoi. Ouais. Et donc Microsoft, on en revient justement au propos, donc c'est Brad Smith, c'est le président de Microsoft. Alors c'est un statut qui est un peu difficile à traduire en français, mais c'est en gros le chef du conseil d'administration de la boîte. C'est pas vraiment, c'est une des fonctions que prend le PDG en France, mais qui aux États-Unis est séparé de ce qu'on appelle le CEO, qui est Satya Nadella. Là, c'est Brad Smith. C'est un peu deux postes séparés aux États-Unis, et donc il est responsable. Enfin, c'est un peu la parole publique de Microsoft, et donc il a expliqué que il a quand même dit que la situation actuelle d'Apple poser des barrières qui étaient plus grandes que celles qui ont valu à Microsoft d'être condamné il y a 20 ans pour position dominante. Autrement dit, Apple fait pire aujourd'hui que ce que Microsoft faisait à l'époque quand ils ont été condamnés à la fois en Europe et aux États-Unis pour leur situation anticoncurrentielle. Donc évidemment, c'est très critique contre Apple. Il y a vraiment tout un problème en ce moment. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, mais il y a tout un problème autour de l'App Store d'Apple. Un autre exemple assez marquant, c'est l'interdiction que Apple met sur tous les services de jeux vidéo comme xCloud, mais aussi Shadow qui a été bloqué pendant un temps, Stadia qui ne peut pas streamer de jeux. Donc il y a vraiment toute une problématique autour de ça. Ça fait partie un peu de toute cette équation. Et le fait donc que tu ne puisses pas échapper à cette taxe de 30%. Il faut savoir que les services d'abonnement quand même sont obligés n'ont même pas le droit d'empêcher le fait de ne pas proposer d'abonnement. Par exemple, pendant un temps, Microsoft avait pensé au fait et Netflix le faisait, il me semble, de proposer leur application. Mais en gros, ils te disaient, allez sur notre site pour vous abonner, pour échapper à la taxe des 30% en abonnement in-app. Et en fait, ça, ils n'ont plus le droit aujourd'hui sur l'App Store. Tu es obligé de proposer ton abonnement dans l'application directement. Tu n'as pas le droit de rediriger l'utilisateur vers ton site web. Apple te vantera le fait que c'est pour avoir une meilleure expérience utilisateur d'abonnement. Bon, c'est aussi parce que ça leur rapporte 30% au passage, évidemment. Surtout, bizarrement. Donc, bref, c'est un sujet politique, en tout cas au sens politique des boîtes assez complexe, mais c'est intéressant la réponse de Microsoft, et j'espère effectivement, moi je suis assez d'accord avec eux, j'espère que enquête il y aura, et surtout soit on pose des règles claires pour dire et qu'on trouve que Apple les enfreint et il faut faire quelque chose, soit on estime qu'ils sont dans leurs droits parce que finalement tu n'es pas obligé d'acheter un iPhone, tu peux aussi acheter un smartphone sur Android par exemple, ou ils sont pas en situation de monopole, Apple. Bien sûr. Donc voilà, c'est des sujets qui valent le débat, mais c'est bien que le pouvoir, que le pouvoir public s'en empare, quoi. Oui, les autorités de régulation s'en emparent. Ouais, okay. Je sais pas ce que tu en penses, toi, du coup. Je pense que ça serait très bien que les gens puissent soit acheter à l'intérieur de l'application, et auquel cas tu reverses les 30% à Apple, mais je trouve que le système de pouvoir s'abonner en ligne et de reverser l'intégralité de l'abonnement au prestataire finalement que tu vas utiliser, ça me paraît quand même plus raisonnable. Bon, voilà. Mais par contre, je me posais la question, qu'en est-il des autres stores? Parce que, alors tu as dit que chez Windows, effectivement, alors soit on peut utiliser le Windows Store, soit on peut installer l'application, le logiciel classique, et auquel cas, on n'est pas embêté, on va directement acheter le logiciel chez le prestataire. Mais si on passe par le Windows Store, on a aussi cette commission de 30% ou ça a baissé alors que ce soit chez Microsoft ou chez Google, il y a des systèmes un peu... C'est globalement à chaque fois la règle des 30%. Mais il y a des ajustements déjà selon la popularité de l'application ou non, et à la discrétion de certains services. J'imagine que Netflix, par exemple, ne paye pas les 30% ou paye peut-être moins. Parce qu'ils ont 5% en manière voilà, c'est un peu plus difficile de se passer de Netflix que de se passer de, je sais pas moi, un petit service, quoi. C'est ça. Mais, et sinon, en fait, comme je disais, il y a un système... tu as un système où tu peux te passer en fait de ces 15 à 30% si tu évites les systèmes de paiement en fait
et tout l'encadrement que te propose Google, en fait, normalement. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, mais normalement, il y a une possibilité d'éviter, en gros, ces 30% si tu intègres toi-même ton propre système de paiement, ton propre système de publicité, ton propre système d'acquisition des utilisateurs, etc. Tout ça. Donc, Tous ces si trucs. tu veux, en tant qu'éditeur, si tu veux te débrouiller pour ne pas payer les 30%, tu peux le faire. Il y a des moyens, normalement, d'éviter de le faire, effectivement. D'accord. Après, voilà, Google t'offre des services qui te font que c'est un peu plus clé en main, si tu veux. Et dans ce cas, tu payes ce qui est Oui. plus légitime. Oui, non, mais ce qui peut se comprendre aussi, hein. Google fournit un service, donc il se rétribue sur ce service. Ouais. Ok. Ben oui, moi j'aimerais bien que les choses soient mises à plat pour Apple et peut-être qu'ils soient contraints de faire à peu près ce que font les autres, proposer des alternatives aux éditeurs tiers, quoi. Voilà. Bon, on va peut-être pas passer tout l'épisode là-dessus, Cassim. Moi, je te Non. propose de passer sur une autre info qui va peut-être, qui va aussi peut-être concerner nos utilisateurs. Vous savez que Teams est le nouveau logiciel de messagerie de Microsoft depuis quelque temps déjà. Bon, Skype n'a pas encore été abandonné, mais Teams était d'abord à destination des professionnels, de l'éducation, et maintenant Teams s'ouvre, alors en bêta encore pour l'instant, au monde de la famille, des amis, et vous pouvez vous inscrire. Alors sur les applications Android et sur les applications iOS, vous pouvez rajouter votre compte personnel Microsoft ou créer un compte Microsoft pour l'occasion dans Teams, et vous pouvez utiliser ce service de messagerie. Ce service plus que de messagerie, finalement, on retrouve un petit peu ce qu'on avait sur Windows Phone avec les hubs ou les groupes. Vous pouvez tout partager. Vous pouvez partager des fichiers Word, Excel, Publisher. Vous pouvez partager des vidéos. Vous pouvez partager des listes. On se rappelle les calendriers et puis les OneNote aussi qui étaient partagés, notamment par défaut la liste de courses. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez chatter, vous pouvez appeler, vous pouvez faire des visios à plusieurs. Qu'est-ce que j'oublie? Plein de choses. Et vous pouvez partager vos positions. Mais pareil, ça c'est des choses qu'on avait déjà dans les groupes sous Windows Phone 8, si je dis pas de bêtises, et 8.1. Voilà, enfin on avait baissé un petit peu en qualité dans 8.1. J'oublie quelque chose, Cassim, ou j'ai à peu près fait le tour de Teams? Non, c'est exactement ça. Ah si, j'oublie une chose. Le coffre-fort, tu as un coffre-fort. Ceux qui ont oui, OneDrive, vous avez peut-être vu apparaître le dossier coffre-fort. Donc des informations, on va vous demander de vous réauthentifier pour sécuriser l'accès à ces données. Et sur Teams, vous avez un coffre-fort de groupe, d'équipe, de famille. Donc ça aussi, ça peut être pas mal si vous souhaitez partager des choses de manière plus sécurisée. Bon, après, je ne sais pas si je partagerai avec tout le monde des informations sensibles. Disons que c'est là où tu peux partager, par exemple, le mot de passe du Wi-Fi, quoi. Ouais. C'est pas ultra sensible, le mot de passe du Wi-Fi, a priori. Non, mais peut-être que... Ouais. D'accord, ça marche. Ok, j'avais pas pensé à ça, mais allez, ça marche, Cassim. On va le garder, celui-là. Bon, allez. Je crois qu'on va continuer, et cette fois-ci, on va parler de Microsoft Defender ATP. Rien à voir avec ni le tennis, ni la biologie et l'énergie. Non, l'ATP, c'est un service de Microsoft pour la sécurité. Alors, dans les articles de journaux, enfin de sites spécialisés, on a beaucoup vu parler du grand public, mais finalement, d'après ce que tu as pu me dire, Cassim, tout à l'heure, c'est pas le grand public qui est destinataire de ce service, et loin de là. Non, c'est vrai que c'est la news qui marquait les gens, c'est le fait que l'application soit disponible en preview sur Android. Donc, quand on parle d'application sur Android, on se dit forcément que c'est quelque chose de assez grand public. Mais en fait, pas du tout. Microsoft Defender ATP, en fait, c'est un service qui est vraiment offert aux entreprises avant tout et qui intègre un certain nombre de choses, mais qui vont permettre surtout l'administration des smartphones que les gens amènent au boulot ou utilisent pour travailler. Et il y a un certain nombre d'éléments qui sont intégrés, mais qui, par exemple, ça a souvent, Microsoft Defender ATP, à cause du nom Defender, a souvent été résumé à un simple antivirus, alors qu'il n'a pas vraiment ces fonctions-là. En fait, il a plutôt la fonction de protéger contre le vol d'identité, le phishing, et essayer de protéger vraiment l'utilisateur du smartphone, d'éviter de faire des conneries quand il utilise son smartphone, alors qu'il l'utilise aussi pour le boulot et qu'il y a peut-être des projets un peu sensibles sur son téléphone. Donc c'est vraiment un service qui était qui était déjà offert par Microsoft auparavant aux entreprises, mais qui passait jusqu'à là
par des solutions d'autres partenaires, en fait, de partenaires de Microsoft, qui étaient prestataires, et qui offraient une alternative à ce qu'est aujourd'hui donc le Microsoft Defender ATP. Et en fait, en gros, Microsoft a intégré sa propre solution et propose sa propre solution. Il y a toujours la possibilité de passer par un autre fournisseur de services si on veut, notamment, enfin, je sais pas, il y en a plusieurs, mais voilà, Microsoft maintenant propose sa solution parmi les autres, et c'est ça qui est entré en preview aujourd'hui. Mais du coup, oui, c'est vraiment un service qui est complètement intégré dans Microsoft Intune et d'autres services offerts aux entreprises. Donc, et puis, je pense que c'est pas le truc fait pour la petite PME non plus. C'est vraiment pour les grosses boîtes, quoi. Ouais, voilà, avec qui ont une flotte de téléphones et qui ont pour besoin gérer la sécurité de manière plus avancée, qui ont besoin de protéger des données qui sont assez sensibles, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Bon, mais je crois que c'est le moment de refermer cette partie Microsoft et Windows, donc assez courte aujourd'hui, et de passer aux smartphones et aux tablettes. Alors, pour cette partie smartphone et tablette, deux petits sujets. Un premier sujet, Cassim, c'est le Surface Duo. On a appris que le Surface Duo, finalement, allait disposer, peut-être dès sa sortie, ou non, je m'avance peut-être. Microsoft travaillait déjà sur la compatibilité de Android 11 pour le Surface Studio. Alors, pour l'instant, sur Android, on est en version, pour tout le monde, en version 10. Et la version bêta a été proposée il n'y a pas très longtemps, finalement, à certains appareils. Donc, c'est bien que Microsoft l'ait déjà en amont et puisse préparer peut-être la sortie prochaine de ces appareils. Je ne sais pas, Cassim. Qu'est-ce que tu en dis de cette sortie avec Android 11 et de la sortie tout court? Non, mais c'est exactement ça. En fait, on sait que le Surface Duo, en principe, c'est Microsoft, quand ils l'avaient officialisé, ils avaient dit que le téléphone était prévu pour la fin de l'année, Oui. 2020. Mais d'après pas mal de rumeurs et de fuites, le téléphone, en fait, il aurait été avancé dans le calendrier plutôt pour sortir cet été, notamment parce qu'il traîne un certain nombre de retards techniques qui fait que plus tu attends pour le sortir, plus il sera en retard par rapport à ses concurrents directs, notamment Samsung qui prépare visiblement un Galaxy Fold 2 assez ambitieux pour la fin qui devrait être présenté dès le mois d'août, donc assez rapidement. Donc voilà, Microsoft doit un peu se méfier de ses concurrents, et donc il pourrait le proposer cet été. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, Android 11 pour l'instant, donc il y a la nouvelle version d'Android, est seulement proposée en bêta, et que le développement donc suit son cours, mais la sortie d'Android 11 est prévue que pour la fin de l'été, vers le mois de septembre probablement, surtout à cause des retards qu'il y a eu par rapport à l'épidémie. Et donc, fatalement, le Surface Duo, il devrait sortir sous Android 10, donc la dernière version en date officielle, stable de Android. Mais, comme tu l'as dit, on a appris que Android 11 était déjà en développement sur le Surface Duo, ce qui veut dire qu'à mon avis, Microsoft veut montrer l'exemple et assurer un suivi assez rapide de son smartphone, et donc prend les devants et fait en sorte que très rapidement, à mon avis avant la fin de l'année, Android 11 soit proposé en mise à jour directement sur le Surface Duo, même s'il sortira sur Android 10, quoi. Alors, question vraiment toute bête, est-ce qu'on peut imaginer que Microsoft décide carrément de franchir le pas et de sortir leur Duo, imaginons qu'ils les sortent au mois d'août, fin août, début septembre, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils sortent leur Duo directement avec une version Android 11, peut-être bêta encore, mais une bêta stabilisée? Est-ce qu'on peut l'imaginer, ça, pour qu'ensuite ils repassent sur une version bêta standard, ordinaire, quand ça sera possible? Bah, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, parce qu'en vrai, les bêtas d'Android, déjà maintenant c'est un peu, c'est une bonne routine qu'a pris Google, et ils savent, là la bêta, en vrai, elle est déjà plutôt stable, même s'il y a encore des bugs, et il y a quand même quelques bugs, mais l'OS étant mature, les mises à jour cassent plus grand chose. En revanche, et donc qui plus est vers la fin de l'été, l'OS devrait être assez stable même avant sa sortie. Mais non, ça ne devrait pas être possible. Je ne pense pas que ce soit possible, tout simplement, de commercialiser un smartphone Android avec une version qui n'est pas définitive. Je ne pense pas que Google l'autorise dans les contrats
d'utilisation d'Android et l'accès au Play Store qui est assez contrôlé par Google. Ok, ça marche, merci. Ok, alors une deuxième information, là on referme notre duo, on va passer sur notre appareil de chez Surface, c'est la Surface Go 2. Donc la Surface Go, la tablette Surface d'entrée de gamme, on va dire, qui voit arriver des mises à jour de firmware. Alors non, vous n'avez pas des améliorations phénoménales, ça va être principalement des améliorations au niveau du stylet, donc si vous n'avez pas de stylet, vous n'allez pas être concerné, et la détection de la main, donc j'imagine que c'est pour mieux comprendre, que la tablette comprenne mieux quand votre main se rapproche et que le stylet est détecté aussi, pour bien désactiver la paume de la main, parce que sinon vous avez des problèmes au niveau de quand vous écrivez, ça peut envoyer votre écran là où vous ne voulez pas et vous écrivez n'importe comment. Ça fait des grands traits qui dépassent vos pages. Donc j'imagine que c'est ce petit genre de mise à jour qui est proposé par Microsoft. N'empêche qu'il est quand même super utile quand on écrit au stylet, parce que j'ai quelques soucis sur la SP3 et c'est embêtant. Voilà. Ça fait partie des... Oui. Non, mais juste que ça fait partie des bons points, je trouve, des produits Surface, le suivi logiciel derrière pour corriger quand il y a des petits problèmes. Parce que je pense que ce genre de couac, ça peut arriver sur n'importe quel appareil. Et on entend, à mon avis, moins parler quand c'est des fabricants plus classiques. Et que les fabricants plus classiques ne corrigent pas forcément le problème parce qu'ils ont une myriade d'appareils sur le marché et qui ne peuvent pas toujours prendre en charge correctement tous les produits. C'est ça. Et là, Microsoft, en n'ayant que produits sur le marché, j'ai l'impression qu'ils peuvent assurer un meilleur suivi sur ce point-là. Et puis bon, après, c'est la Surface Go 2, à quoi? Elle a 3 mois de commercialisation, à peine, même pas même. Donc, s'ils font pas les mises à jour maintenant, je sais pas quand est-ce qu'ils vont les faire. Oui, bien sûr. Voilà. Allez, donc on va clôturer cette partie smartphone et tablette et on va passer à la partie jeux vidéo et Xbox. Alors Cassim, pour cette nouvelle partie, on va parler beaucoup de jeux, évidemment. Et on va commencer avec Minecraft, qui a vu arriver le 23 juin, donc il y a 2 jours, une grosse mise à jour, la mise à jour du Nether, sur la version Java. Et hier, sur Windows 10, on a eu la même mise à jour, la version Nether, et qui est arrivée également sur console, donc Windows 10 PC et Xbox. Moi, je l'ai eu hier sur les 2 machines. Je ne sais pas si toi, tu as vérifié si tu l'avais eu avant ou pas. Moi, j'ai testé que sur PC et je l'ai en version, en plus, je joue à la version Java, donc tu peux lancer le téléchargement à la main, et donc je l'ai eu, effectivement. Mais, et je crois qu'il doit être disponible aussi, logiquement, sur toutes les consoles qui utilisent la Bedrock Edition, donc qui est l'édition un peu... celle que tu décrivais pour le Microsoft Store, mais Xbox, mais tu as aussi la Switch, la PlayStation, tu as un certain nombre de consoles qui ont accès, et les smartphones aussi. D'accord. Et c'est une grosse update, hein, j'ai l'impression. Alors moi, je joue moins à Minecraft maintenant, mais si j'ai bien compris, c'est un peu la plus grosse update qu'il y a eu depuis assez longtemps. Alors, je pourrais pas refaire la liste de tout ce qu'il y a eu, mais je sais que mon fils m'a tenu la jambe là-dessus, sur tout ce qu'il allait y avoir dans cette mise à jour. C'était phénoménal. Moi, un truc que j'aimerais ajouter sur cette mise à jour, c'est le fait que Microsoft a publié une bande-annonce en image de synthèse assez jolie pour présenter cette mise à jour, justement. Et que ça m'a vachement donné envie d'un film d'animation. Enfin, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas encore eu un film d'animation Minecraft, en fait, tellement j'ai l'impression qu'il y aurait du potentiel en termes de... Enfin, il y a quelque chose à faire, j'ai l'impression, autour de l'univers. Je trouve Minecraft Dungeon le montre en plus, que tu peux un peu ajouter de la narration à cet univers. Il y a déjà des jeux. Oui, il y a des jeux qui sont sous forme un peu de cinématique. Je suis d'accord, mais... C'est le story, Minecraft Story Mode, je crois, tout bêtement. Oui, il me semble, mais voilà, je me demande s'il n'y aurait pas la place pour un film un peu genre DreamWorks, tu vois, voilà. C'était la petite parenthèse sur Minecraft à cause du trailer de la mise à jour Nether. Ah ouais. Donc vous avez donc le Nether à terre pensée, il y a des nouveaux blocs qui sont apparus, un petit peu de nouveaux crafts à faire. Il semblerait que ce soit assez sympa et ça met à jour vos mondes qui existent aussi, il me semble. En tout cas sur la version Windows 10. Moi je joue plus sur la version Java, je joue sur la version Windows 10. Pour rester dans Minecraft, Cassim, si vraiment tu as accroché, tu as la bande originale, l'OST qui est disponible sur Spotify. Voilà, donc hop, il y aura les liens dans le billet de l'émission. On continue cette fois-ci avec une moins bonne nouvelle côté Microsoft. Je pense que même ça a été annoncé de manière un petit peu cynique.
ouais, je sais pas trop ce que tu en penses, toi. Mais Mixer, alors Mixer, c'était le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft, va tirer sa révérence et va être, j'aurais presque envie de dire qu'il refile le bébé à Facebook Games, ou je sais pas, oui, c'est bien Facebook Games, Cassim, que ça s'appelle? Facebook Gaming. Gaming, pardon. Et donc, tout repasse sous l'égide de Facebook Gaming. Et il semblerait que les développeurs de chez Mixer n'aient pas trop apprécié. Il y en a une bonne partie qui va quand même quitter le navire pour aller chez la concurrence. Bah ouais, ça a été une annonce complètement surprise. Alors c'était en plus le calendrier a été un peu particulier parce qu'en ce moment il y a une sorte de mouvement MeToo dans le milieu du jeu vidéo et que la veille de l'annonce il y a eu un scandale autour de Mixer sur des propos outrageusement racistes d'un manager de Mixer qui en gros parlait des streamers sur la plateforme comme de ses esclaves et lui d'un maître. Donc, donc déjà, ça a posé un cadre. Puis, donc, en gros, on attendait la réponse un peu de Phil Spencer, donc le patron de Xbox, sur tous ces sujets-là et tout. Et 24 heures après, donc, il y a eu l'annonce de la fermeture de Mixer. Alors, les deux sujets n'ont rien à voir, évidemment, parce qu'ils n'ont pas décidé en 24 heures de fermer leur service et de appeler un coup de fil à Facebook pour leur refiler le truc et tout. Ça s'est fait, évidemment, sur un temps plus long. Mais du coup, ça donnait un aspect encore plus bizarre à cette annonce qui est arrivée vraiment un peu à la surprise générale. Il faut savoir que Mixer marchait, mais alors vraiment pas du tout. Alors que Microsoft, il y aurait des choses à dire. Microsoft, ils se sont un peu lancés tard, ils ont racheté un service, ils ont mis du temps à investir dedans. J'ai l'impression que Mixer a été un peu la dernière victime du Microsoft qui ne voulait pas investir dans Xbox. Et dans les derniers mois, en fait, ils ont essayé d'investir. Ils ont notamment racheté le streamer Ninja qui passait de Twitch à Mixer et un autre dont j'ai oublié le nom. En tout cas, plusieurs qu'ils ont racheté comme ça pour plusieurs millions de dollars, quand même, des contrats à plusieurs millions de dollars, pour les faire streamer exclusivement sur Mixer. Mais ça n'a pas suffi à créer de la croissance sur la plateforme. Et d'ailleurs, il y avait eu un rapport en fait en plein milieu du confinement, comme quoi tous les services de streaming explosaient en croissance, avec des croissances à plus de 100%, 200% pour Facebook, Twitch et compagnie. Et pendant ce temps-là, sauf Mixer, qui lui était à quelque chose comme 0,5% de croissance, tout en étant les derniers du marché. Donc, alors que normalement, en étant les derniers du marché, c'est ceux qui devraient avoir la meilleure croissance. C'est ça. Elle est plus facile à répondre. Ouais, mais moi, il y a un truc, tu vois, j'ai voulu, je me suis mis à streamer de temps en temps les jeux auxquels je joue. Autant sur Twitch, ça se fait super bien. Sur YouTube, ça se fait super bien. Et sur Mixer, j'ai eu des problèmes mais phénoménaux pour arriver à valider mon compte et pouvoir streamer. C'est d'un pénible. Alors que sur Twitch, tu t'inscris, tu valides ton mail et puis ça y est, c'est parti, tu peux streamer, quoi. Non, donc, mais il y a si Mixer s'est pas mis lui-même des bâtons dans les roues avec des difficultés pour permettre aux gens de streamer. Il y avait sans doute plein de soucis. Pour moi, un des soucis aussi, c'était probablement le nom du service. Déjà, Mixer n'est pas forcément un nom incroyable, mais ensuite, surtout, il était complètement indépendant du nom Xbox, ce qui est dommage de ne pas tirer profit de cette marque du gaming, en fait, pour se faire connaître. Oui. Et puis, je rajouterais que malgré tout, c'était la meilleure plateforme technique sur le plan technique pur de qualité du stream. La qualité du stream était souvent supérieure à celle que offrait Twitch ou YouTube en termes de qualité d'image et de latence surtout. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà rencontré ça sur Twitch, de chatter avec votre streamer et en fait, il voit le message 10-15 secondes après. On a l'impression qu'il y a on a vraiment l'impression qu'il y a une grosse latence en fait entre le moment où lui il parle et le moment où le chat réagit. Et sur Mixer, ça, il y avait une latence qui était beaucoup plus faible. D'ailleurs, Microsoft a annoncé qu'ils allaient garder la solution technique et l'intégrer à Microsoft Teams pour la visioconférence. D'accord, ou pour les diffusions. Puisque c'est justement c'est de bonne qualité, c'est une bonne qualité technique, donc les technologies vont les garder. Ce qui refile, effectivement, c'est surtout le nom de domaine, donc tout ce qui est mixer.com et compagnie, tout ça part chez Facebook. En fait, c'est Facebook Gaming qui a plus ou moins, on a l'impression, racheté quelque part quelques pièces détachées à Microsoft. Mais il ne faut pas croire que c'est vraiment Mixer qui se transforme en Facebook Gaming, par exemple. Microsoft a voulu tout de suite rassurer sur le fait que d'un coup, il ne va pas y avoir des Connect with Facebook partout dans Xbox, il ne va pas y avoir des
Il va pas y avoir une intégration de Facebook Gaming particulièrement dans Xbox. D'ailleurs, ils ont plutôt dit qu'ils allaient offrir le choix aux gens. Donc, on peut s'imaginer que sur la Xbox Series X, il y aura le choix entre Twitch, YouTube et Facebook Gaming plutôt que juste Mixer. Donc ça va être plutôt positif, je pense, pour les utilisateurs au final. Alors moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que sur Xbox actuellement, pour streamer, tu utilisais Mixer. Ouais. Et comment fais-tu maintenant pour utiliser Mixer sur ta Xbox? Ou comment fais-tu pour streamer sur ta Xbox sans avoir besoin de matériel onéreux? J'ai vu passer des tutos pour streamer de sa Xbox vers Twitch, mais ça t'oblige d'acheter du matériel. Il y en a pour plus de 150 €. Ouais, il faut avoir envie de streamer, quoi. Pour un professionnel, oui, mais pour monsieur et madame tout le monde, finalement, tu peux plus partager tes jeux comme c'était possible avant. A priori, là, moi, de ma compréhension du sujet, c'est que ça va être désactivé temporairement jusqu'à une éventuelle mise à jour qui offrira l'accès aux autres services. Mais pour l'instant, ce sera effectivement une possibilité qui va être supprimée sur Xbox, hormis passer par une carte d'acquisition ou un truc comme ça. C'est quelque chose que de toute façon était déjà obligatoire si tu voulais passer sur Twitch, par exemple, ou YouTube, et que tu voulais pas passer Mixer, tu étais obligé de passer par cette solution-là. Le fait du coup de l'intégrer directement au système, à terme, ça veut dire que ce matériel dont tu parles ne sera plus utile forcément d'être acheté. Voilà, sur Xbox. J'imagine qu'il permet de faire d'autres choses en plus, mais en tout cas, tu en auras forcément besoin absolument. Et par contre, le sujet quand même qui est important à mentionner, c'est l'autre facette de cet accord qui est peut-être beaucoup plus intéressant pour l'avenir de Xbox. C'est le fait que Microsoft a signé aussi un partenariat avec Facebook Gaming autour de xCloud. Donc, en particulier, il va être possible, ils ont annoncé qu'ils allaient intégrer dans Facebook et Instagram des solutions de cliquer pour jouer. Donc, c'est quelque chose que Google promet déjà avec Stadia et YouTube et que Amazon promet avec Twitch et leur service de cloud gaming qui arrivera plus tard. C'est la possibilité, en fait, tu vas pouvoir partager un lien vraiment de ta partie. Tu es en train de jouer à Halo ou quoi, tu veux quelqu'un, ou Minecraft Dungeon et que tu veux que quelqu'un te rejoigne. Tu auras une sorte de lien très facile, comme un lien serveur Discord, par exemple, ce genre d'élément. Tu vas pouvoir le partager sur Twitter ou n'importe où. Et les gens en cliquent et en fait se retrouvent directement dans la partie parce que ça passe par xCloud, en fait. Et ça peut être quelque chose d'assez puissant pour le cloud gaming en termes de communauté, de public cible. Et donc, forcément, avoir un accord comme ça avec Facebook et Instagram, c'est pas rien du tout, sachant que c'est des milliards de l'importance, c'est des milliards d'utilisateurs actifs par mois quand même sur Instagram. Donc ça va faire de la page vue, ça peut appeler du service, c'est vrai. Sachant qu'en plus, Microsoft n'a pas le choix parce que leurs deux gros concurrents, comme je disais, YouTube et Amazon, ont déjà ces deux piliers que sont d'un côté le cloud gaming et l'autre le service de streaming populaire comme Twitch ou YouTube. Donc, avec juste xCloud, ils étaient en situation de faiblesse, en fait, Microsoft. Donc, le seul partenaire qui restait, qui appartient pas à un service de cloud gaming, c'est Facebook. Donc, finalement, ils n'avaient pas le choix, en gros, que d'aller vers Facebook, même si c'est pas le service le plus mieux aimé des joueurs, surtout que on s'est vite rendu compte, j'ai vu des gens qui ont vite posté des screenshots de Facebook Gaming et qui étaient un peu remplis de streams un peu faciles à base de venez gagner de l'argent ou de femmes un peu trop dévêtues pour attirer le chaland. Et ils ont bien clarifié aussi que Microsoft n'allait pas faire de la modération. Enfin, c'est pas leur service, quoi. C'est vraiment pas un remplaçant de Mixer. Et en gros, Microsoft se dédouane complètement. C'est juste une redirection de Mixer vers Facebook Gaming et voilà, basta. Et nous, on s'en occupe plus, quoi. Et officiellement, du coup, Microsoft n'a plus de service de streaming de jeux. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Cassim, pour tous ces éclaircissements. Mais tout à l'heure, tu nous parlais de xCloud qui allait arriver dans Instagram et dans Facebook. Je pense que tu nous en avais déjà parlé un petit peu, alors peut-être pas la semaine dernière, peut-être il y a 2 semaines, enfin, à l'épisode 184. Il me semble que tu nous avais dit que pour l'instant, sur xCloud, on avait des Xbox One S qui streamaient les jeux, donc qui faisaient du 720p et pas du 1080p, mais que dans un avenir proche, alors peut-être pas tout de suite, on aurait des Xbox Series X, je veux toujours mettre ce One, qui allaient remplacer les Xbox One S, justement, pour pouvoir forcément streamer les nouveaux jeux et bien sûr profiter d'une meilleure qualité en streaming, donc du 1080p principalement. Exactement, c'est du coup les xCloud
qui sera lancé cet été, qui sera lancé cette année, donc plutôt vers la fin de l'année, et qui est pour l'instant qu'en bêta, tourne sur des Xbox One S, comme tu as dit. Ça permet juste de faire du 720p, puis ça permet surtout, en plus, les jeux tournent avec des détails plutôt bas. La Xbox One, elle est quand même assez vieille, quoi. Alors que donc Microsoft, il prévoit de passer à la Xbox Series X en 2021, et donc ça va vraiment permettre une belle upgrade à la fois technique, puisque ça va permettre d'améliorer la qualité des jeux visuels, mais en plus la définition, puisque la Xbox Series X, a priori, fera tourner les jeux en 4K, donc il y aura une belle mise à niveau technique. En plus, au niveau de l'architecture interne, ils avaient annoncé quand même que la Xbox Series X, ils avaient optimisé pas mal de trucs. Tu sens qu'en fait, ils ont pensé la console à la fois pour le salon, mais aussi pour le cloud, c'est-à-dire que le service qui permet, le composant sur la console qui permet de enregistrer la vidéo, en fait, et qui te sert justement à streamer, comme on en parlait à l'instant sur Twitch et compagnie. Ils ont optimisé ce moteur d'enregistrement vidéo pour qu'il ait beaucoup moins de latence et qu'il soit beaucoup plus efficace, qu'il prenne moins de processeurs et compagnie. Et c'est quelque chose qui va être crucial pour le cloud gaming, puisque très concrètement, quand vous mettez une Xbox Series X dans un serveur Microsoft, le jeu va être calculé, puis va être enregistré en vidéo et va être envoyé à travers Internet vers votre écran. Donc, il faut que le service d'enregistrement vidéo il soit très rapide et très optimisé. Donc, c'est quelque chose sur lequel ils ont particulièrement travaillé. Et puis, comme on le disait, le fait que la Xbox Series X va pouvoir faire tourner 4 jeux Xbox One S en simultané. Alors, c'est quelque chose que chez nous, on ne pourra pas forcément utiliser, mais c'est quelque chose que Microsoft va pouvoir mettre à contribution. On t'imagine un serveur qui a 10 Xbox Series X. Par exemple, tu as 5 personnes qui sont en train de jouer à des jeux Xbox Series X, donc ils ont leurs 5 Series X tranquillement dans leur coin. En revanche, tu en as, par exemple, du coup, tu vas avoir les 5 dernières Series X qui vont pouvoir être utilisées pour, par exemple, servir 20 joueurs qui jouent à des jeux Xbox One en rétrocompatibilité. Et voilà, ces 5 consoles pour Microsoft vont pouvoir adresser 20 clients en parallèle comme ça, sans problème. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et donc ça arrivera dès 2021, le temps pour Microsoft en fait de réussir à produire suffisamment de consoles pour à la fois vendre sur le marché et en plus pour ses serveurs à lui, quoi. Ok. Merci Cassim. Alors je reviens au sujet d'avant. Cassim, on a une question sur YouTube qui nous est arrivée. Est-ce que Microsoft a toujours 10% des parts de Facebook? Est-ce que tu le sais ça? Ça, c'est une très bonne question. En fait, je sais qu'ils sont très proches en termes de partenariat, effectivement, et que ils sont, en fait, Facebook, la partie qui s'occupe de Facebook Gaming, les bureaux, ils sont à quelques mètres de Microsoft. Donc, il y a eu partage facilement. En fait, justement, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à cet accord assez rapidement. Mais je ne sais pas si Microsoft a encore les fameux 10% d'actions, effectivement. Je ne sais pas. D'accord. Ok. Bon, ben, désolé, Guillaume, tu n'auras pas la réponse précise. Allez, moi, je te propose de continuer, Cassim. Tu souhaitais nous parler un petit peu de DirectX 12 et surtout nous annoncer que NVIDIA mettait à jour ses pilotes justement pour utiliser DirectX 12 Ultimate. Oui, exactement. C'est une nouveauté qui est arrivée avec la mise à jour, qui avait été annoncée il y a un petit moment, mais qui est arrivée avec la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10. C'est DirectX 12 Ultimate. C'est en gros, pour la faire court, la nouvelle version de DirectX 12 qui ajoute toutes les technologies qui arriveront avec la Xbox Series X, justement, et les consoles de nouvelle génération d'une manière générale. Et donc, il y a pour l'instant sur le marché que les cartes graphiques de NVIDIA qui techniquement peuvent gérer ce DirectX 12 Ultimate, puisqu'il n'y a que NVIDIA sur le marché du PC qui pour l'instant propose le fameux ray tracing, l'une des nouveautés principales de la Xbox Series X. Et donc, si vous avez la mise à jour de mai qui est installée sur votre PC et que vous avez une carte graphique NVIDIA compatible ray tracing, donc toutes les GeForce RTX, vous pouvez mettre à jour vos pilotes NVIDIA. Et il y a la possibilité, vous aurez automatiquement accès à DirectX 12 Ultimate quand les jeux arriveront. Et puis, la deuxième nouveauté que ça ajoute, c'est quelque chose au niveau de la gestion de la mémoire vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça permet d'augmenter les performances comme ça, sans coût derrière. Purement, vous allez augmenter les performances de votre machine
il y a une option à activer, c'est dans les paramètres graphiques de Windows 10, dans paramètres affichage. Il y a une nouvelle option qui va s'ajouter si vous avez la mise à jour et les nouveaux pilotes, et qui permet en gros à la carte graphique de gérer elle-même sa mémoire vidéo plutôt que de passer par le processeur central. Donc ça permet de moins d'aller-retour et donc d'optimiser tout ça. Ok. Donc, et ça marche même pour les cartes graphiques qui ne sont pas compatibles Ray Tracing et compagnie. Ouais, ça c'est indépendant, c'est indépendant de DirectX Ultimate, c'est une nouveauté de Windows 10 mise à jour de mai. Il faut que les pilotes le gèrent, donc j'imagine que AMD va aussi le gérer de son côté. Mais pour l'instant, il n'y a que le pilote de NVIDIA qui l'a ajouté. Donc j'ai intérêt à cliquer sur le bouton installer après l'enregistrement de ce podcast pour mon driver vidéo. Allez, ça marche. Il me semble qu'on attendait une console. Alors c'était quand? C'était la semaine dernière ou c'était il y a 2 semaines, dont l'annonce avait peut-être été prévue par Microsoft, mais qui finalement n'a pas été annoncée parce que en face, PlayStation a juste décidé d'annoncer sa PlayStation 5. Sa console sous le coude. Alors l'Alucard, qu'est-ce qu'il en est de la Xbox Series S? On a eu pas mal de confirmations mois après mois sur l'existence de cette console, mais pour l'instant Microsoft refuse de l'officialiser. Donc on est obligé d'en parler comme rumeur, mais il y a pour moi plus aucun doute, mais alors plus un seul, que la console est en tout cas en cours de développement chez Microsoft. Qu'est-ce que ce soit commercialisé ou pas un jour, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas on peut le dire, elle est développée chez Microsoft, cette Xbox Lockhart. Et en fait, on a encore eu une nouvelle preuve s'il en fallait, puisque la documentation de juin pour les développeurs de jeux vidéo, donc c'est le GDK, Game Developer Kit, la documentation de juin 2020 a fuité sur Internet, et dans cette documentation de juin, il y a explicitement mentionné le nom de Lockhart. Plus précisément, en fait, il y a écrit que le kit de développement de la Xbox Scarlett, ce kit de développement, il faut savoir qu'il s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est Dante, je crois. Ouais, Dante. Ce kit de développement, en fait, il a 2 modes que les développeurs peuvent utiliser. Soit le mode Xbox Series X, qui permet en fait de tester son jeu comme si on avait une Xbox Series X, ou le mode Lockhart, donc vous avez compris l'idée, qui permet de tester le jeu en utilisant la puissance de la Lockhart. Il faut savoir que les kits de développement en fait, des consoles, souvent, ils sont plus puissantes même que les consoles elles-mêmes. Pour ajouter pas mal justement pour faire tourner les jeux avant qu'ils soient optimisés, et puis pour certains nombres d'options de debugging. Et en fait, quand les développeurs veulent tester leur jeu, ils peuvent activer un mode, et en fait, là, en gros, la console va baisser la fréquence de son processeur, par exemple, allouer moins de mémoire vive, ce genre d'éléments, pour faire comme si comme si c'était la console commerciale. Et donc, il y a explicitement mentionné, il y a on peut lire Scarlett Dev Kit, donc Project Scarlett, c'est le nom global de toute la nouvelle génération de consoles chez Microsoft. Et on peut lire qu'il y a un profil pour Anaconda, qui est le nom de code de la Xbox Series X, et pour Lockhart, qui est le nom de code d'une console dont on n'a pas encore le nom officiel, puisque Microsoft refuse de l'officialiser. Cela étant dit, ce que ça nous apporte comme nouvelle information, c'est quand même le fait que ça y est, les développeurs, ils vont vraiment tous, à mon avis, pouvoir tester officiellement leur jeu pour la Lockhart. Et donc, à mon avis, ça rend moins probable la possibilité d'annuler pour Microsoft, d'annuler la console avant son officialisation, puisque là, clairement, ils ont quand même des partenaires développeurs chez plusieurs éditeurs qui sont en train de développer et optimiser leur jeu pour Lockhart. Et ce serait malvenu, à mon avis, de la part de Microsoft, c'est même une erreur stratégique, d'arriver en cours de développement et de dire bon, l'argent que vous avez dépensé pour optimiser le jeu pour la console moins puissante que la Series X, finalement, tout cela était inutile. On annule notre console, et en plus, on laisse à PlayStation l'honneur d'avoir une console probablement moins chère avec leur PlayStation 5 sans lecteur Blu-ray. Ce serait assez problématique, je pense. Ça serait sûrement une grosse erreur stratégique. Je suis assez d'accord avec toi. Okay. Donc clairement, la console, clairement, à mon avis, elle est en cours de développement et elle va être annoncée. Et en plus, plus on en entend parler comme ça dans la documentation, plus ça me fait penser qu'elle est plutôt prête à être commercialisée. Donc je pense qu'elle sera annoncée très bientôt, j'imagine. Peut-être que Microsoft cherche juste le meilleur moment pour l'annoncer. Là, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par Sony. Mais peut-être ils attendent le bon moment. Je suis d'accord avec toi, et comme en plus son point d'intérêt principal, ça va être le prix, vu qu'elle est beaucoup moins puissante.
Ils attendent peut-être justement que Sony et eux-mêmes annoncent les prix des consoles, les grosses consoles, la Xbox Series X et la PlayStation 5. Peut-être qu'ils vont justement, par exemple, en juillet, annoncer le prix de la Xbox Series X pour forcer Sony derrière à annoncer le prix de la PlayStation 5, parce que dès que Microsoft annonce, ils vont pouvoir lancer leur précommande, donc il faut forcément que Sony réponde derrière. Donc Sony vont pouvoir répondre, et si Sony annonce le prix de la PlayStation 5, ils peuvent revenir derrière en annonçant la low-carte, qui sera beaucoup moins cher et couper l'herbe sous le pied, quoi. Ouais, reprendre un avantage sur Sony. Que de stratégie commerciale. D'ailleurs, en stratégie commerciale, il faut donner envie aux gens d'acheter le produit, Cassim. C'est vrai. Et ça, pour ça, va falloir... pour ça, va falloir faire des campagnes de pub et balancer marketing. Et mine de rien, on parle de consoles qui vont sortir dans quelques mois. La sortie, quand même, se rapproche. Si on parle d'un lancement en novembre, c'est dans quoi, 5 mois. Donc, il va commencer à falloir communiquer autour de ces produits. Et en fait, tout au long du mois de juin, en fait, Microsoft, ils ont publié des articles sur leur blog officiel qui sont à chaque fois accompagnés d'une vidéo pour expliquer des fonctionnalités ou des choses sur lesquelles ils avaient déjà annoncé, par exemple les caractéristiques et le design de la console, le service, enfin la politique Smart Delivery qui permet d'acheter son jeu qu'une seule fois, ou le fameux logo optimisé pour la série X, donc on va retrouver sur un certain nombre de jeux. Tout ça demandait des explications un peu supplémentaires, puis une meilleure mise en forme. Et donc, ils ont fait à chaque fois un article séparé et dédié, avec en plus des images des jeux qu'ils ont pu annoncer depuis. Et puis, il y a à chaque fois une petite vidéo de 30 secondes qui, on sent bien, va être utilisée assez agressivement par Microsoft comme publicité dans les mois à venir. Dès que vous allez voir des bandes annonces sur YouTube, sur Twitch et compagnie, il y aura des petites coupures pub de 10-30 secondes pour vous présenter la Xbox Series X et pour marteler ses avantages commerciaux par rapport à la concurrence. Et je pense que Microsoft a sorti le chéquier en termes de marketing, à mon avis. Voilà. Je pense que personne ne passera à côté de la sortie de cette console d'ici la fin de l'année, à mon avis. Non, je pense que tout le monde en entendra parler. Enfin, je pense que ce sera la même chose pour la PlayStation aussi. Oui, ça va être dur de ne pas en entendre parler. Ça va être la guerre commerciale entre les deux. Évidemment. Ok. Merci, Cassim. Je pense qu'on a fait le tour des news de ce soir. À moins que tu aies quelque chose à rajouter qui vienne de sortir, là, que tu aurais vu passer à l'instant. Non. Sinon, que sur la vidéo, la dernière vidéo là, sur le logo optimisé pour la série X, ça confirme que la forme du logo, attention, souci et détail, correspond à la forme de la console, c'est-à-dire un cube vu de côté, en fait. Voilà. D'accord, ok. Incroyable. Amazing. Allez, arrêtons d'être mauvaise langue. Bon, juste pour terminer, vous avez peut-être remarqué que depuis l'épisode dernier, ce n'est plus le même jingle qui est utilisé, le jingle audio. C'est notre camarade de chez Bad Geek, David Rampillon, qui s'était proposé de refaire un jingle. Donc, j'aimerais bien avoir vos retours, savoir si vous aimez ce jingle, si vous n'aimez pas ce jingle. Voilà, donnez-nous vos avis. Donc, vous utilisez soit, bien sûr, les commentaires dans l'article de l'épisode 186 sur le site de Lifestyle, ou bien sûr la page YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Toi, Cassim, je pense que tu l'avais plutôt aimé aussi, comme moi. Moi, je l'aimais plutôt bien, ce nouveau générique, en termes de rythme et de chansons, etc. Enfin de musique, quoi. J'aimais bien, de mélodie. Voilà. Après, j'avais des petits doutes sur les sons, les petits bruitages, donc j'attends de voir les retours justement des gens. Ça va être intéressant. C'est ça sera l'occasion. Et puis vous remarquerez que vous avez le jingle d'intro et le jingle de sortie aussi, qui bien sûr se ressemblent en des points communs, mais qui sont légèrement différents. Voilà, donc moi je remercie grandement David, d'ailleurs, qui se lance en micro-entreprise au niveau écriture, de musique de film, musique d'animation. Il a fait des musiques pour des zoos, pour des spectacles. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin d'une création audio, de contacter David. Donc davidrampillon.fr, je crois, tout simplement, ou sinon vous passez par nous et on retransmettra à David vos demandes. Donc n'hésitez surtout pas. Et autre petite chose, je vois qu'on a encore du monde sur Twitch et surtout sur YouTube. Donc merci à vous de nous suivre. Vous êtes même plus nombreux au moment. Alors
peu sur Twitch, j'avoue, vous êtes surtout sur YouTube, mais c'est sympa de voir que nous sommes suivis en live comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour vous que ça ne l'était sur Teams. Voilà. Bon, mais Cassim, je te remercie d'avoir été là ce soir, de m'avoir accompagné pour présenter ces news. C'était un grand plaisir de faire un petit épisode comme ça, alors qu'on approche de la fin de la saison, il me semble. Ben oui. Alors, peut-être un épisode 187 la semaine prochaine, si on a quelques news à se mettre sous la dent. Et sinon, tu parlais de faire un épisode un petit peu dans l'été pour faire le point sur certaines choses. Donc, on y reviendra. On vous tiendra au courant si on se fait ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les contacts qui vont s'afficher juste après dans le générique de fin ou qui étaient là dans le générique de début si vous nous regardez en vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le flux RSS également. Voilà. Allez Cassim, encore merci, à très bientôt, passe une bonne semaine, passez toutes et tous une bonne semaine. Ciao tout le monde. Ciao.